Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour chers apprenants, bonjour à tous. Je suis Monsieur Dongmo Emmanuel, professeur de SVT. Nous sommes en classe de Terminale D. La séance d'aujourd'hui porte sur le dernier chapitre de la 4e partie de notre programme, c'est-à-dire le chapitre 12, intitulé « Régulation neuro-hormonale de la glycémie et de la pression artérielle ». Et plus précisément sur la leçon 2, qui traite de la régulation neuro-hormonale de la pression artérielle. Et si je parle de la leçon 2, vous comprenez donc que la leçon 1, qui portait sur la régulation de la glycémie, a déjà été abordée. On peut revenir sur les points essentiels de cette leçon 1 en guise de prérequis. Nous parlerons de deux organes qui jouent un rôle très important dans la régulation de la glycémie, notamment le foie, parce que le foie a cette capacité d'accumuler le glucose sous forme de glycogène lorsqu'on est en situation d'hyperglycémie, mais il a aussi cette capacité d'en libérer lorsqu'on est en situation d'hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque la glycémie est faible. Mais notons que le foie, dans son action, subit l'effet du pancréas. Parce que le pancréas sécrète, grâce aux cellules bêta des îlots de Langerhans, l'hormone insuline, qui stimule donc le foie dans ce rôle d'accumulation du glucose que nous avons appelé la glycogénogénèse. Le même pancréas, mais cette fois-là, grâce aux cellules alpha des îlots de Langerhans, sécrète une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Le glucagon, quant à lui, stimule plutôt au niveau du foie la libération du glucose à partir du glycogène, ce que nous avions appelé la glycogénolyse. Mais n'oublions pas aussi l'impact du système nerveux sur la régulation de la glycémie, parce que nous savons que le nerf pneumogastrique innerve le pancréas et l'amène donc à sécréter l'insuline. De la même façon, les nerfs orthosympathiques amènent également le foie à libérer suffisamment de glucose en stimulant la glycogénolyse pour résoudre les problèmes d'hypoglycémie. Vous comprenez que le problème scientifique à résoudre pour la séance d'aujourd'hui, c'est expliquer le même mécanisme en ce qui concerne le maintien de la pression artérielle à sa valeur normale. Nous avons donc besoin pour cela des étapes, c'est ce que nous appelons les objectifs intermédiaires. On va d'abord passer par la définition de la pression artérielle, déterminer les causes de sa variation. Nous serons aussi appelés à expliquer l'influence de certaines activités, l'activité physique, l'âge, des phénomènes tels que l'hémorragie sur la pression artérielle. Nous serons par la suite appelés à déterminer l'influence du système nerveux et du système hormonal sur la régulation de la pression artérielle. Et nous conclurons
notre séance de travail par un schéma fonctionnel. En grand temps, nous parlons de la définition. Qu'est-ce qu'on appelle pression artérielle? Nous avons déjà suivi des gens dire « j'ai la tension, j'ai la pression ». En effet, tout le monde en possède. La pression artérielle ou tension artérielle est donc cette pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Pour mieux comprendre ce phénomène, assimilez l'artère à un tuyau d'eau. L'eau qui circule à l'intérieur de ce tuyau exerce une pression. Elle peut être faible, elle peut être élevée. La pression artérielle s'exprime par deux valeurs. Nous avons ce qu'on appelle la pression systolique, qui est maximale, que l'on obtient lors de la contraction du cœur. Nous avons la pression diastolique, qui est la pression minimale, que l'on obtient lors du relâchement. C'est ce qui nous conduit à la formule pression artérielle égale PS sur PD. Il existe une valeur normale pour la pression artérielle. Par exemple, pour un jeune adulte, vous allez voir les chiffres 12 et 7. 12,7 ne signifie pas 12 divisé par 7. 12,7 signifie tout simplement que 12 représente la pression maximale. J'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui est prise lorsque le cœur est en contraction. 7 représente la pression minimale. Là, c'est lorsque l'unité est centimètre de mercure. Mais lorsque l'unité est millimètre de mercure, vous aurez pour la même personne plutôt l'écriture 120 sur 70. Comment est-ce que se fait la mesure de la pression artérielle? Nous entrons ainsi dans la deuxième partie de notre exposé. La figure 1 montre ce que nous appelons la mesure directe. Le cathéter est introduit dans la carotide et l'introduction de ce cathéter dans la carotide entraîne une dénivellation au niveau du manomètre. Et en mesurant la dénivellation au niveau du manomètre, ainsi que l'amplitude de la courbe marquée par le stylet, nous pouvons très directement déterminer quelle est la pression artérielle. Et la deuxième méthode est ce qu'on appelle la méthode indirecte. C'est la méthode la plus utilisée. Le matériel utilisé est ce qu'on appelle le sphygmomanomètre. Il comprend le stéthoscope qui permet de percevoir les battements cardiaques et la circulation sanguine et le manomètre qui permet de lire les résultats. Les étapes de cette mesure sont les suivantes. Nous observons au niveau de la figure 2. Nous plaçons le manomètre. Le brassard, je vous en prie. Nous plaçons le brassard au niveau du bras. Le brassard est placé au niveau du bras. Et le stéthoscope est placé au niveau du creux. Au niveau du creux du coude. Et là, nous pouvons percevoir la circulation sanguine. Là, c'était pour vous présenter le matériel essentiel en ce qui concerne cette mesure. Quelles sont donc les étapes? Le brassard qui est placé au niveau du bras est gonflé. On suit la circulation sanguine. Il est gonflé jusqu'à disparition totale du bruit de perturbation. Dès cet instant, on commence à dégonfler
le brassard, on le dégonfle, de façon que dès que le bruit réapparaît, on relève la valeur qu'on a sur le manomètre et ça représente ce qu'on appelle la pression systolique, la pression maximale. On continue à dégonfler le brassard, de façon que dès que le bruit disparaît totalement, on note la valeur figurée sur le manomètre, ça correspond à la pression minimale. Retenons, chers apprenants, comme nous avons dit tout à l'heure, que tout le monde possède une pression artérielle, mais le seul problème, c'est que chez certaines personnes, elle est plus élevée par rapport à la normale. Chez d'autres, elle est plus faible par rapport à la normale. Quels sont donc les facteurs pouvant entraîner les variations de la pression artérielle? Nous parlons du débit cardiaque. Le débit cardiaque qui représente le volume de sang éjecté par le cœur multiplié par la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque étant le nombre de battements de cœur par unité de temps. Généralement, on l'exprime par minute. La fréquence tourne autour de 70 battements par minute. Voilà un élément qui permet de faire varier la pression artérielle. Le deuxième élément, c'est ce que nous appelons la vasomotricité. Cette notion est très importante. On l'observe à la figure 3. Regardons la figure 3. La coupe qui est au milieu représente l'état normal au niveau de ce que nous appelons la vasomotricité. Vous avez le diamètre D. Mais à gauche, vous avez le diamètre D1. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe avec le diamètre D1, c'est que de suite de la contraction des muscles lisses de la paroi des artères, on a assisté à une diminution du diamètre. Ça correspond à ce qu'on appelle la vasoconstriction. C'est le schéma que vous avez à votre gauche. Par contre, toujours au niveau de la figure 3, vous avez à votre extrême droite le diamètre D2 qui est plus élevé que le diamètre D. Là, comment est-ce qu'on y arrive? Il y a plutôt relâchement des muscles de la paroi des artères et ce relâchement entraîne une augmentation du diamètre. Le sang circule un peu plus aisément. Là, on parle de la vasodilatation. Donc, cette possibilité que possèdent les muscles des parois des artères de se contracter et se relâcher constitue donc la vasomotricité, qui a d'une part la vasoconstriction avec la diminution du diamètre de l'artère et de l'autre côté la vasodilatation avec l'augmentation du même diamètre. Nous évoquons ici la volémie comme un autre élément pouvait faire varier la pression artérielle. La volémie, c'est le volume total de sang. Nous aurons à revenir sur cette notion. Mais retenons tout simplement que lorsque la volémie est importante, la pression aussi est importante. Et lorsque la volémie est faible, la pression aussi est faible. Et d'autres facteurs, cette fois-là physiologiques, peuvent aussi entraîner les variations de la pression artérielle, notamment l'âge et le sexe. Si nous lançons un coup d'œil sur le tableau de la figure 4, vous allez constater au niveau de la première ligne de ce tableau que nous avons l'homme dont l'âge varie de 16 à 19 ans. La pression est d'environ 105 à 135 mm de mercure. Mais par contre, si nous regardons la dernière ligne du même tableau, vous allez constater que pour un homme de plus de 60 ans, la même pression va varier de 115 à
170. Ça, c'est en ce qui concerne la pression maximale ou systolique. Qu'est-ce qui nous amène? Ceci nous amène donc à tirer la conclusion selon laquelle la pression artérielle augmente avec l'âge. Ça veut dire qu'on est déjà un âge avancé, mais sans être malade, on a déjà une pression artérielle élevée. Bon, en ce qui concerne le sexe, la variation est très légère. Si nous prenons par exemple toujours la première ligne, on va constater que dans la tranche d'âge toujours de 16 à 19 ans, au niveau de l'homme, on a de 105 à 135. Chez la femme, on a de 100 à 130. Donc, on conclut tout simplement que la pression artérielle est légèrement élevée chez l'homme. D'autres facteurs pouvant faire varier la pression artérielle, c'est les émotions. Les émotions, parce que les émotions entraînent des décharges hormonales qui peuvent influencer la pression artérielle. Il y a aussi des facteurs tels que la consommation en sel. Lorsqu'elle est élevée, elle peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Nous reviendrons dessus. L'autre facteur, c'est l'hémorragie. L'hémorragie, c'est lorsque le sang circule hors des vaisseaux. Les causes sont multiples. Mais toujours est-il que lorsque le sang circule hors des vaisseaux, regardons la figure 5, le tableau de la figure 5, et nous allons constater que pour cette personne, nous avons la pression artérielle qui est de 120, 120, 115, 120, 110. Mais dès que l'hémorragie commence, la pression baisse à 80, à 60. Et immédiatement à la fin de l'hémorragie, on a la pression qui remonte. On conclut tout simplement en disant que l'hémorragie fait baisser la volémie, c'est-à-dire le volume global du sang. Et par conséquent, l'hémorragie fait baisser la pression artérielle. Retenons donc que si dans n'importe quelle situation, nous sommes en face d'un individu qui est en train de perdre du sang, précipitons-nous pour empêcher cette perte du sang parce qu'elle conduit à la faible pression artérielle. Et la faible pression artérielle est aussi dangereuse, sinon plus dangereuse qu'une forte pression artérielle. Maintenant, devant ces variations, la nature a prévu la correction au niveau de l'organisme. Nous avions dit en ce qui concerne notre leçon qu'il y avait une correction nerveuse et il y avait aussi une correction hormonale. En grand cadre de notre leçon, nous allons d'abord aborder la correction nerveuse que nous appelons la régulation nerveuse de la pression artérielle. Vous comprenez, chers apprenants, que nous parlons ici d'un phénomène réflexe. Et comme tout réflexe, il y a un récepteur, il y a un conduit afférent, c'est-à-dire qui conduit le message nerveux vers le centre nerveux. Il y a le centre nerveux. Il y a un conduit efférent. Le conduit efférent conduit le message nerveux vers l'effecteur et nous aurons des effecteurs qui réagissent. Vous avez en figure 7 et 9 l'ensemble des mécanismes réflexes amenant à cette correction. Nous allons prendre une petite pause et à notre retour, nous entrerons en détail sur la régulation nerveuse de la pression artérielle. Tout à l'heure. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire.
Nous entrons donc dans les détails en ce qui concerne la régulation nerveuse de la pression artérielle. Je vous disais tout à l'heure que comme tout acte réflexe, il y a d'abord au départ ce qu'on appelle un récepteur, c'est-à-dire cette structure qui reçoit la perturbation, la stimulation et la transforme en message nerveux. Les récepteurs ici sont localisés au niveau de ce que nous appelons le sinus carotidien. La carotide, c'est cette artère qui apporte le sang au niveau de la tête. Et cette artère est très importante. Vous n'avez qu'à voir un animal, par exemple, dont le cou est tranché, à quelle pression cet animal libère du sang. Donc l'organisme a placé au niveau de cette carotide, au niveau de son lieu de bifurcation qu'on appelle le sinus carotidien, un barorécepteur. Il a aussi placé au niveau de ce que nous appelons la crosse aortique, c'est-à-dire l'aorte, c'est cette artère qui fait sortir le sang du cœur pour la distribution générale dans l'organisme. Des expériences sont proposées pour mettre en évidence l'existence de ces récepteurs. Nous passons ainsi à l'activité 7 de la figure A. Nous ligaturons la carotide. Quand on ligature la carotide telle que on le voit au niveau de la figure A, par la suite, on injecte au niveau du sinus carotidien un liquide physiologique. Là, nous créons ce qu'on appelle une hypertension localisée. C'est lui qui est localisé qu'à ce niveau parce qu'il y a eu ligature. Mais qu'est-ce qu'on va constater? On va constater au niveau général de l'organisme que la pression va baisser. Nous continuons toujours avec cette mise en évidence des récepteurs avec la figure B. Au niveau de la figure B, nous réalisons toujours des ligatures. Mais cette fois-là, nous n'injectons rien dans le sinus. Vous voyez qu'en réalisant les ligatures, le sang ne monte pas suffisamment au niveau des sinus. Conséquence, nous avons donc créé une hypotension dans ces sinus. L'organisme va réagir en présentant une augmentation générale de la pression artérielle. Ces deux expériences nous permettent de conclure que au niveau du sinus carotidien, il y a bel et bien des structures qui perçoivent les variations de la pression artérielle. Et cette structure, c'est ce qu'on appelle barorécepteurs. Nous disions tout à l'heure que ces barorécepteurs, par prudence, l'organisme ne les a pas seulement placés au niveau de sinus carotidien, que les barorécepteurs sont aussi placés au niveau de l'aorte et plus particulièrement de sa zone recourbée, de sa partie recourbée qu'on appelle la crosse aortique. Là, c'était en ce qui concerne les récepteurs. Si nous revenons au niveau des figures 7 et 8 de la page 4, vous allez constater qu'il y a des nerfs représentés en rouge et d'autres qui sont représentés en noir, couleur ordinaire. Là, ce qui est représenté en rouge constitue ce qu'on appelle la voie afférente, c'est-à-dire la voie qui apporte le message nerveux vers le centre nerveux. Ici, il y a deux nerfs qui interviennent. Vous avez ce qu'on appelle le nerf de Hérin. Le nerf de Hérin véhicule le message nerveux à partir du barorécepteur qui se situe dans le sinus carotidien. Le nerf de Sion va véhiculer toujours le même message, mais cette fois-là à partir du barorécepteur qui se trouve dans la crosse aortique. Nous revenons à la page 5
pour réaliser des expériences mettant en évidence le rôle de ces nerfs de Erin. Mes chers apprenants, comprenez. Parce que ces expériences reviennent le plus souvent. Que chaque fois que nous supprimons un organe, ou bien lorsqu'on sectionne un nerf, l'effet observé est le contraire du rôle de ces nerfs. Je m'attarde sur les nerfs de Erin. Lorsque vous observez la première expérience, il est noté section du nerf de Erin, augmentation FC qui est la fréquence cardiaque et PA qui est la pression artérielle. Mais en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce nerf est cardio-modérateur, c'est-à-dire qu'il permet de baisser le rythme cardiaque, que ce nerf est hypotensif, c'est-à-dire qu'il permet de baisser la pression artérielle. Donc, constatez donc que quand j'ai sectionné les nerfs de Erin, j'ai plutôt obtenu l'augmentation et ça me permet donc de conclure que son rôle est de baisser. Pour obtenir directement ce rôle, je ne sectionne pas, je stimule tout simplement les nerfs de Erin et je constate que j'enregistre une baisse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Cela m'amène vers la même conclusion. Une autre propriété de ces nerfs que nous pouvons mettre en évidence est le sens de conduction du message nerveux. À ce moment, nous sectionnons les nerfs. Quand on sectionne, il y a deux bouts. Le bout qui est relié au niveau du centre nerveux, qui ici est le bulbe rachidien, c'est ce qu'on appelle le bout central. L'autre bout qui n'est pas relié au centre nerveux, c'est le bout périphérique. Lorsqu'on va stimuler le bout périphérique de ces nerfs après la section, on n'enregistre pas d'effet. Mais lorsqu'on stimule le bout central, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a baisse de la fréquence cardiaque et baisse de la pression artérielle. Ceci nous permet de conclure que les nerfs de Erin transportent le message nerveux centripète, c'est-à-dire du récepteur vers le centre nerveux. Il y a aussi une particularité de ces nerfs que nous avons mis en évidence au niveau de la figure 9. Vous observez sur cette figure ce que nous appelons la fréquence des messages nerveux, c'est-à-dire le rythme d'émission des messages nerveux. Vous constatez qu'on a la valeur 40, les barres sont espacées, et lorsqu'on a la valeur 100 et plus, 140, 160, les barres sont rapprochées. Là, nous parlons de la fréquence des messages nerveux. Donc, qu'est-ce que nous disons? Les nerfs de Erin transportent le message nerveux des récepteurs vers le centre nerveux, mais la fréquence des messages nerveux est très importante lorsqu'au départ la pression est élevée et la même fréquence est très faible lorsqu'au départ la pression artérielle est faible. Nous continuons toujours avec notre cours sur le mécanisme de régulation nerveux en abordant maintenant le centre nerveux. Si vous observez le nerf de Erin, il aboutit au niveau du bulbe rachidien. Là, c'est le premier centre nerveux. Mais à côté du bulbe rachidien, vous observez plus bas, au niveau de la figure 7 et 6 toujours, vous observez plus bas que vous avez la moelle épinière. Et nous disons donc les deux centres nerveux qui interviennent dans cette régulation. Vous avez le bulbe rachidien, vous avez la moelle épinière. Nous abordons le troisième élément qui constitue ce qu'on appelle les éléments efférents, c'est-à-dire ces nerfs qui vont transporter le message nerveux du centre nerveux vers l'effecteur. Et là, je reviens toujours au niveau de notre tableau de la page 5. Vous voyez sur ce tableau les nerfs pneumogastriques. Vous voyez sur ce tableau les nerfs orthosympathiques. En réalité, qu'est-ce qui se passe?
Nous avons là à faire ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif, c'est-à-dire ces nerfs qui alimentent les organes qui interviennent dans la nutrition. Nutrition ici, ce n'est pas seulement ce qui concerne l'appareil digestif. Nutrition ici, c'est le cœur. Nutrition ici, c'est les reins. Nutrition ici, c'est les poumons, ainsi de suite. Je disais ceci, nous revenons au nerf orthosympathique. Je suis dans le tableau de la page 5. Je prends le nerf pneumogastrique. J'effectue la section du nerf pneumogastrique. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. Tout à l'heure, nous l'avons déjà évoqué. Qu'est-ce qui me permet donc de conclure? Si je sectionne, j'ai une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. La conclusion, c'est que le nerf pneumogastrique est cardio-modérateur et hypotensif. C'est un peu comme nous avons dit en ce qui concerne le nerf de Erin. De la même façon, pour mettre en évidence directement le rôle de ces nerfs, il suffit de le stimuler et constater qu'après la stimulation, qu'on a une baisse de la fréquence cardiaque et une baisse de la pression artérielle. On aboutit à la même conclusion. Un peu comme pour les nerfs de Erin, on met aussi en évidence la section et les stimulations pour montrer le sens par lequel ils transportent le message nerveux. Là, nous sectionnons le nerf pneumogastrique. Nous stimulons le bout central, c'est-à-dire celui qui est lié au bulbe arachidien. Il n'y a pas d'effet. Mais lorsqu'on stimule le bout périphérique, celui qui est lié au cœur, on constate évidemment une baisse. Et cette expérience nous permet donc de conclure tout simplement que le nerf pneumogastrique transporte ce qu'on appelle le message nerveux centrifuge, c'est-à-dire partant du centre nerveux vers les effecteurs. Nous verrons tout à l'heure que les effecteurs, ce n'est pas seulement le cœur, mais c'est aussi la terre. Nous passons à un autre système. Là, c'est le système orthosympathique parce que le pneumogastrique appartient à ce qu'on appelle le système parasympathique. Et il y a un autre système qu'on appelle le système orthosympathique, représenté évidemment par le nerf orthosympathique, qu'on appelle aussi le sympathique, le nerf sympathique. À l'expérience 7, qu'est-ce que nous constatons au niveau du tableau? Que lorsqu'on sectionne les nerfs orthosympathiques, on aboutit plutôt à une baisse de la fréquence cardiaque et une baisse évidemment de la pression artérielle, ce qui nous permet évidemment de conclure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que c'est un nerf qui a plutôt une action cardio-accélératrice et une action hypertensive. Vous voyez donc que les actions des nerfs pneumogastriques et nerfs orthosympathiques sont opposées. Évidemment, en stimulant directement le nerf orthosympathique, on obtient les mêmes résultats. En ce qui concerne le sens de conduction du message nerveux, les expériences réalisées ici sont identiques à ce que nous avons fait avec le nerf pneumogastrique et nous permettent de montrer que ces nerfs orthosympathiques transportent aussi le message centrifuge. Et là, nous passons aux effecteurs. Donc, après le message efférent, nous passons aux effecteurs. Mais nous disons ceci. Avant d'y arriver, il y a une notion qui est très importante concernant le nerf pneumogastrique. Cette notion est illustrée à la figure 10 de la page 7. On constate que lorsqu'on stimule le pneumogastrique, l'amplitude de battement du cœur baisse. Et lorsqu'on accentue la stimulation, cette baisse continue, c'est ce qu'on appelle la bradycardie, la baisse du rythme cardiaque ou bradycardie. Cette baisse continue, mais le cœur arrête de battre. Le cœur arrête de battre, nous n'arrêtons pas la stimulation. Nous continuons à stimuler. On constate que le cœur recommence à battre. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'échappement. C'est-à-dire l'arrêt de battre, on continue la stimulation, recommence à battre. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'échappement. Comment est-ce que ce phénomène s'explique? Il est
très simple, le phénomène d'échappement. C'est que lors de la stimulation du pneumogastrique, il a libéré ce neurotransmetteur, parce que ici c'est un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Et c'est cette acétylcholine qui a été à l'origine de la baisse du rythme cardiaque. Mais lorsqu'on a continué la stimulation, l'organisme a libéré, a sécrété une enzyme qu'on appelle acétylcholinestérase. Cette enzyme a donc détruit l'acétylcholine. Et dès que l'acétylcholine qui provoquait la baisse a été détruite, on a assisté à ce phénomène d'échappement. Et là, ça va là, donc avec la voie efférente. Nous abordons maintenant ce que nous appelons les effecteurs. Les effecteurs, c'est les organes qui réagissent en fin de réflexe. Nous avons le cœur et nous avons l'artère. Si nous revenons à la figure 6 et 7 de notre page 4, parce que tout se résume là, vous allez constater que tous ces nerfs convergent vers le cœur. Mais il y a une branche du nerf orthosympathique qui va vers l'artère. Donc, l'artère et le cœur constituent ce qu'on appelle les effecteurs. Lorsque le pneumogastrique sera stimulé, il va entraîner une baisse du rythme cardiaque. La baisse du rythme cardiaque va entraîner une baisse de la pression artérielle. Et lorsque l'orthosympathique sera stimulé, va entraîner une augmentation du rythme cardiaque. L'augmentation du rythme cardiaque va entraîner l'augmentation de la pression artérielle. En ce qui concerne l'artère, vous voyez que c'est une branche du nerf orthosympathique qui arrive. Lorsque le nerf orthosympathique sera stimulé, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ce que nous avions expliqué tout à l'heure, la vasoconstriction. Maintenant, pour nous résumer en ce qui concerne cette régulation nerveuse de la pression artérielle, nous allons à la page 8 et nous étudions des différentes situations. La première, c'est quoi? C'est le cas où la perturbation enregistrée est une baisse de la pression artérielle. Qu'est-ce qui se passe donc dans l'organisme lorsqu'il y a baisse de la pression artérielle? Nous avons là le schéma fonctionnel. Le schéma fonctionnel en passant. On ne vous demande pas de représenter les organes. Si vous écrivez l'organe, vous encadrez, là ça va. Mais les messagers, tels que les nerfs ou les hormones, ne sont pas encadrés dans le schéma fonctionnel. Nous sommes donc à la page 8, en bas de page. Nous disons que lorsque la perturbation est une faible pression artérielle, le message est transmis à partir des barorécepteurs par l'intermédiaire du nerf de Hérine ou nerf du Sion vers le bulbe rachidien. Maintenant, à partir du bulbe rachidien, c'est là que la différence s'opère. Le nerf pneumogastrique, le signe moins c'est la stimulation, le nerf pneumogastrique sera stimulé et le nerf orthosympathique sera plutôt inhibé. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons, lorsque vous avez donc une faible pression artérielle, vous avez le message qui est transmis au bulbe rachidien. Le nerf pneumogastrique, puisque la pression est déjà faible, lui, il ne continue pas vers la stimulation, mais le nerf orthosympathique, lui, il va être stimulé et on va aboutir à une augmentation du rythme cardiaque et de la vasoconstriction au niveau de l'artériole. Le deuxième cas, c'est le cas où la perturbation est une forte pression artérielle. Lorsque la perturbation est une forte pression artérielle, nous avons le deuxième schéma. À ce moment, la perturbation est forte. Le message est toujours transmis
à partir des barorécepteurs au bulbe rachidien et à partir du bulbe rachidien. Cette fois, le nerf pneumogastrique dont le rôle est de baisser sera stimulé, mais le nerf orthosympathique dont le rôle est d'augmenter le rythme cardiaque sera inhibé et la réponse sera une faible fréquence cardiaque, une vasodilatation artérielle et une baisse de la pression artérielle. Donc, ces deux schémas fonctionnels nous permettent de résumer en ce qui concerne la régulation nerveuse de la pression artérielle. Retenons donc ceci. La régulation nerveuse de la pression artérielle a deux systèmes. Le système parasympathique, dont le rôle est de baisser la fréquence cardiaque et par conséquent la pression artérielle qui est représentée par le nerf pneumogastrique, qui est représenté par le nerf pneumogastrique ou nerf vague ou encore nerf 10. Le système orthosympathique, dont le rôle est d'augmenter plutôt la fréquence cardiaque et par conséquent l'augmentation de la pression artérielle, mais que le nerf orthosympathique a aussi des connexions avec l'artère et lorsqu'il est stimulé, il peut aussi entraîner une augmentation de la pression artérielle directement à travers la vasoconstriction. Nous reviendrons prochainement pour parler de la régulation hormonale de la pression artérielle. Je vous remercie.